Bonjour à tous et bienvenue dans les Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de ce live. Je vous rappelle qu'il est en direct sur le site du Journal du Net et de Décideurs TV et vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Hervé Brunet. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors vous êtes président et cofondateur de Sticky Ads et on va retracer rapidement votre parcours. Vous débutez votre carrière en Allemagne chez BMG. En 1999, vous rejoignez Redback Networks où vous occupez plusieurs postes. Vous avez notamment été patron de la France, Europe du Sud et Asie. Et actuellement, donc je le disais, vous êtes président et cofondateur de Sticky Ads et on va en parler. Qu'est-ce que c'est Sticky Ads ? Alors Sticky Ads est une société technologique qui évolue dans l'univers de la publicité en ligne vidéo. Concrètement, on aide les éditeurs qui ont des contenus vidéo, des médias essentiellement, type les chaînes télé, à créer une place de marché dans laquelle ils peuvent commercialiser leurs espaces vidéo aux enchères. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon le programmatique. Vous n'êtes pas une régie ? Nous ne sommes pas une régie, on peut aider des régies à créer leur propre place de marché en utilisant notre technologie. Juste pour rappeler un peu, c'est vrai qu'à la base, vous aviez aussi une activité de régie, vous avez splitté du coup ces deux activités en deux. Est-ce que vous pouvez juste un peu repréciser le contexte de cette démarche-là ? Absolument. Et le sens aussi. Donc nous sommes nés régie en 2009, mais on avait un ADN technologique très très fort. Donc dès notre première levée de fonds en 2011, on a investi dans le développement d'un ad serveur technologique multi-écran. Et en 2012, on a lancé une solution de SSP vidéo. Et on a, à ce moment-là, décidé de séparer nos activités régie de nos activités technologiques. D'accord. Et donc pourquoi donc ? Eh bien, pour avoir un positionnement clair sur les deux métiers, un métier régie qui est un métier serviciel et de l'autre un métier technologique qui est incarné par Sticky Ads. D'accord. Merci de ne pas entrer directement en concurrence avec les clients de Sticky Ads, absolument. Alors, Sticky Ads en chiffres, ça donne quoi ? Donc aujourd'hui, Sticky Ads a 5 ans. On est présent dans 5 pays en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France, bien sûr. En France, on a notre siège à Paris et la R&D à Montpellier. C'est la Silicon Valley française peut-être. On gère aujourd'hui un inventaire agrégé de 3 milliards de vidéos vues, ce qui est conséquent pour donner une échelle de comparaison. YouTube en France, c'est 2 milliards de vidéos vues par mois. Donc nous, à l'échelle européenne, on agrège 3 milliards. Uniquement sur du contenu premium, donc on agrège essentiellement des grands médias partout en Europe. On a plus de 55 clients qui utilisent notre technologie pour créer leur propre place de marché et opérer leur propre place de marché. Et nous sommes 55 personnes aujourd'hui avec à peu près 40% d'ingénieurs. Vous évoquez 3 milliards de vidéos vues par mois, mais est-ce que dans les faits, du coup, il y a des campagnes qui sont servies dans différents pays en même temps, à l'instant T, ou pour l'instant, on reste quand même sur des périmètres vraiment très nationaux ? Alors, il y a de plus en plus de campagnes multi-pays qu'on appelle pan-européennes. Le meilleur exemple récemment, c'est Netflix. Le lancement de Netflix s'est fait simultanément en France et en Allemagne. Et c'était un budget négocié depuis Londres. D'accord. Alors, on est déjà en décembre, fin 2014. Quel est le bilan pour l'instant ? Alors le bilan de l'année 2014 est un bilan fort. C'est vraiment l'année du programmatique. C'est d'ailleurs les médias américains qui le disent. On observe une vraie accélération sur l'automatisation de l'achat et de la vente des espaces publicitaires en ligne. Et dans le cas de la vidéo, on a vécu une véritable accélération. Notre chiffre d'affaires programmatique a cru de 140% sur l'année. En ce qui concerne Sticky Ads, on est passé de 0 de chiffre d'affaires international il y a 12 mois. Et là, on va faire 45% de chiffre d'affaires international sur le programmatique. Donc en 12 mois, une accélération extrêmement forte. Les tendances fortes, si on regarde les annonceurs, on retrouve les mêmes annonceurs qu'en télé. Donc les grands du FMCG, l'automobile, banque, assurance. C'est de l'incrémental ou c'est des investissements de la télé qui vont vers le programmatique ? Alors, il y a les deux, il y a des shifts de budget de la télé vers le en ligne et il y a aussi de l'incrémental. Pourquoi ? Parce que le programmatique vidéo permet de recréer l'équation télé. Et l'équation télé, c'est deux choses, c'est j'associe ma publicité, ma création à un contenu croisé avec une audience. Donc dans l'univers télé, je vais acheter par exemple Le Mentaliste sur TF1 et je vais toucher une certaine cible. Eh bien, on essaie de recréer ce schéma d'achat en programmatique. Ça va quand même plus loin parce que du coup, on peut, avec du programmatique, faire du ciblage et améliorer son taux de couverture sur cible. Parce que sur TF1, on sait que ça peut être telle population d'audience, mais on n'a jamais exclusivement cette population-là. Alors, l'un des bénéfices du programmatique, c'est de parfaitement maîtriser la répétition et le nombre de fois qu'on va exposer un individu à la publicité. Absolument. Du coup, les perspectives pour 2015, elles sont plutôt bonnes ?
Alors, les perspectives sont excellentes. En ce qui nous concerne, l'ambition, c'est d'accélérer notre développement en Europe. On a ouvert, comme je le disais, de faire 4 pays en 12 mois. Donc, c'est un rythme extrêmement soutenu. Donc c'est plus encore cette année, l'année Donc, prochaine. cette année, on va déjà solidifier cette fondation et on est en train de regarder à ouvrir les États-Unis. C'est encore dans le domaine prospectif, mais ça fait partie des enjeux forts pour nous. C'est vrai que Sticky Ads est donc, comme vous le rappeliez, le seul acteur européen sur ce marché-là. Vous pensez que vous pouvez aller sur le marché américain en restant en l'état sans vous adjoindre les services d'un plus gros groupe pour vous accompagner? Parce que le marché américain, c'est un marché quand même très compliqué à attaquer. On a vu Criteo, quand ils sont allés tout seuls, ils ont eu un peu du mal. Vous pensez que c'est raisonnable ou faisable en tout cas d'aller sur les États-Unis en l'état, en étant le petit européen? Alors, oui, c'est un sujet ambitieux. Pour réussir, il faut déjà avant tout avoir quelque chose de nouveau qui n'existe pas aux États-Unis. Et après, il faut pouvoir le financer. C'est quel cas? Donc, déjà, on va commencer par ce que nous proposons au marché. En fait, on est la seule solution technologique vidéo programmatique qui soit à destination des éditeurs premium. Historiquement, les solutions qui sont concurrentes de Sticky Ads se positionnent essentiellement sur la longue traîne. Donc des sites faiblement médias avec très peu de contenu de très haute qualité. Et ça, en fait, c'est une question de positionnement. Qu'est-ce qui pourrait empêcher, par exemple, un LiveRail de s'attaquer au marché premium? Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à ces gens-là? En fait, toute la technologie qu'on a construite est adaptée à ce positionnement-là et elle répond à 4 enjeux que les éditeurs premium ont. Le premier enjeu, c'est le contrôle, maîtriser l'environnement dans lequel leurs espaces publicitaires sont commercialisés, savoir qui a le droit de l'acheter, qui n'aura pas le droit d'acheter. Ça veut aussi dire créer de la valeur. Le programmatique a longtemps été associé à la destruction de la valeur. Nous, on a développé une solution qui permet de créer de la valeur. Le troisième élément qui est fondamental, c'est éliminer l'effet black box qu'on retrouve, donc le manque de transparence qu'on retrouve souvent dans les solutions technologiques de l'univers du programmatique. Et le dernier enjeu, c'est éviter les conflits de canaux de vente entre la régie de l'éditeur et le canal programmatique. Et en fait, on a développé une technologie qui permet d'adresser ces 4 points-là. Et ça constitue en soi une véritable barrière. Justement, sur la question de la création de la valeur qui est très sensible, on se rappelle, on l'a vu sur le display, les éditeurs étaient un peu réticents à se mettre sur le RTB, le programmatique, parce qu'ils pensaient que ça allait tirer les CPM vers le bas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un ordre d'idée sur l'évolution des CPM du coup, au sein des places de marché qu'utilise la technologie de Sticky? Absolument. On publie d'ailleurs un baromètre mensuel qui donne ces chiffres-là, mais quelques chiffres sur le marché français. Le marché français aux alentours de 12 à 14 euros du CPM. Le marché allemand est au nord de 20 euros. La Grande-Bretagne aux alentours de 14 à 15 euros. Et l'Europe du Sud, donc l'Espagne d'un côté et l'Italie de l'autre, sont nettement en dessous. L'Espagne aux alentours de 4 à 5 et l'Italie aux alentours de 7 à 8. D'accord. Et 12 à 14 euros du CPM en programmatique, ça reste sensiblement moins élevé que ce que peut vendre l'un de vos clients en direct ou on s'en rapproche? C'est comparable à ce que nos clients vendent en direct. Et de nouveau, ça c'est la moyenne de tous nos clients. Ouais. On a des clients qui sont à plus de 20 euros et on en a qui sont aux alentours de 10. Donc la moyenne de tous nos clients est aux alentours de 12 à 14. Il n'y a pas de destruction de valeur. Pourquoi? Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce qu'on est dans un univers où le ratio offre-demande est en faveur de l'offre. Donc il est en faveur des éditeurs, alors que dans le display, le ratio offre-demande est en faveur des annonceurs, donc des acheteurs. Par rapport justement à ce rapport offre-demande, il y a un nouveau moyen de commercialisation de vidéos qui est arrivé, c'est tout ce qui est outstream. En fait, ça permet aux éditeurs de faire de la pub vidéo sans avoir de vidéo. On dit souvent que justement cette nouvelle méthode de commercialisation va casser ce rapport entre l'offre et la demande et risque d'occasionner ce qu'on a vu sur le display. Est-ce que vous êtes aussi critique vis-à-vis de l'outstream que peuvent l'être d'autres acteurs? Est-ce qu'on peut rappeler 2 secondes, tu l'as un petit peu fait, ce qu'est l'outstream? Alors, je vais commencer par ce qu'est l'instream. Voilà. Donc l'instream, c'est la copie du modèle télé. C'est-à-dire vous regardez une publicité avant un contenu. Et il peut y en avoir 1, 2 ou 3, et ensuite vous avez le contenu. L'outstream, c'est un player vidéo qui est incrusté dans un autre contexte, avec du contenu, mais qui n'est pas du contenu vidéo. Donc ça peut être un texte, ou ça peut être une galerie de photos, par exemple. D'un point de vue technologique, nous sommes capables de commercialiser les 2 espaces publicitaires. D'un point de vue liquidité de marché, effectivement, les formats outstream ont la capacité à générer énormément d'inventaire très très vite.
Donc il faut trouver le bon point d'équilibre de manière à ne pas saturer le marché avec trop d'espace publicitaire créé. Malgré tout, l'Outstream répond aussi à un besoin des annonceurs qui est de trouver des sites médias de qualité à un prix un peu plus attractif que le pré-roll et aussi avec un nombre d'internautes touchés potentiellement plus grand. Donc il a aussi des vertus en plus de celles de l'InStream. D'accord. Alors, une internaute demande comment les chaînes télé abordent-elles le programmatique? Est-ce qu'elles l'ont toutes adopté? Alors, c'est une excellente question. La France est en pointe. Aujourd'hui, Sticky Ads travaille avec le groupe TF1, avec M6, avec Next Radio TV, avec Énergie, MTV. On a encore d'intégration avec France Télévisions. Donc, tous ces acteurs-là sont en train de créer des places de marché privées. Pourquoi la France est en pointe? Parce qu'il y a une vraie culture de la techno et du programmatique. Je pense qu'il y a un effet Criteo. Et je pense aussi qu'il y a eu un effort d'évangélisation de la part des acteurs. J'espère qu'on en fait partie pour expliquer que le programmatique, ça peut être premium, branding, avec des CPM élevés. Alors qu'historiquement, c'était des CPM très bas sur des environnements faiblement qualitatifs. Et bien vendu. Plus ou moins. Exactement. Donc le display a commencé par la monétisation des invendus, alors que nous, on a une approche de monétisation globale et on est capable de monétiser ce qu'on appelle la première impression, c'est-à-dire celle qui a le plus de valeur comme celle qui ne sera pas vendue et de gérer la concurrence. Donc à partir du moment où on a pu apporter des conditions de création de valeur ou de maintien de la valeur, les chaînes télé, pour qui l'enjeu est structurant, parce que le contenu vidéo, c'est leur métier, c'est leur cœur de business, eh bien, elles sont capables de rembrasser le programmatique vidéo. Et je dois dire qu'on peut être fier de ce que la France fait, parce que la France est clairement en pointe en Europe, et je devrais même dire au-delà de l'Europe. D'accord. Et en évoquant le cas des chaînes télé, je sais que vous faites de la synchro télé, écran, laptop, smartphone. C'est une vraie tendance, ça, ou ça commence à... Alors, c'est une vraie tendance dans le sens où ça apporte un plus pour un annonceur. Concrètement, ça permet de toucher une audience qu'on n'aurait pas forcément touchée avec la télé, mais au même moment. Donc c'est un petit peu, pour les gens qui connaissent bien l'univers de la publicité télé, ce qu'on appelle le roadblock télé en télé. Donc ça apporte une vraie valeur ajoutée. Maintenant, il peut y avoir des événements externes autres qui peuvent déclencher une publicité, des événements climatiques ou que sais-je. On a déjà fait des publicités synchronisées s'il fait beau l'été pour des vendeurs d'ice cream. Alors Léa demande comment vous distinguez-vous d'autres plateformes programmatiques? Je pense j'ai abordé le sujet, c'est qu'on est la seule plateforme technologique à destination des éditeurs premium. C'est un point important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à gagner toutes ces chaînes télé qui sont par définition les acteurs les plus premium qui soient. Justement, quand vous évoquez finalement l'avantage concurrentiel de Sticky Ads, vous évoquez 4 points, dont un qui est la nécessité de ne pas interférer entre la vente directe et le programmatique. Ça, c'est une des grosses tendances qu'on voit sur le display. On parle de yield holistique, c'est-à-dire être capable d'arbitrer en temps réel sur est-ce qu'on vend du direct ou est-ce qu'on utilise le programmatique et le RTB. Oui. Est-ce que c'est une logique qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché de la vidéo ou on n'en est pas encore là? Alors, on est en plein dedans. C'est un sujet encore plus central dans la vidéo parce que les inventaires invendus sont plus étroits. Donc si on veut maximiser la valeur, il faut être capable de maximiser le revenu sur 100% de l'inventaire et non pas simplement sur la part des invendus. Mais la vidéo, ça va même beaucoup plus loin que cela. Aujourd'hui, notre discours à l'égard des chaînes télé et des médias premium est le suivant. C'est vous avez un média qui est votre asset. Vous avez un ADN qui est votre marque, et la traduction de votre ADN, quand vous dites une chaîne télé, c'est votre média kit. C'est ce que vos commerciaux utilisent pour aller parler à leurs clients, les annonceurs ou les agences médias. Eh bien, ce que nous faisons, c'est qu'on traduit cet ADN commercial en un ADN programmatique. Donc, on crée un média kit programmatique et on incite ensuite les commerciaux à aller vendre ce produit aussi. C'est comme ça qu'on élimine le phénomène de conflit et que naturellement, on crée un schéma de revenus holistique, de yield holistique, puisque les mêmes commerciaux vont vendre le même produit, mais à travers deux méthodes. La méthode régie traditionnelle et la méthode programmatique. Et du coup, il n'y a pas de... Et ça c'est quelque chose que vos clients
accepte de mettre en pratique parce qu'on pourrait penser que du coup cette façon de présenter les deux choses de manière parallèle pourrait se faire au détriment du premier canal de monétisation qui est la vente directe, non? Enfin moi je sais pas si j'aurais éditeur-client, j'aurais vraiment envie de se mettre à ce point-là le programmatique via mes commerciaux en avant, non? En fait, je pense que la vraie question que les éditeurs se posent, c'est est-ce que je vais subir le programmatique ou est-ce que je vais être proactif et réussir à imposer mes règles au marché? Donc, à partir du moment où vous réussissez à imposer vos règles au marché, le meilleur moyen déjà, c'est de créer votre propre place de marché avec vos règles business à l'intérieur. Vous maîtrisez totalement la bascule des revenus, si bascule il y a, et ce n'est pas forcément démontré. Je pense qu'il y a plutôt un incrément de valeur qui est fait. Et en plus, vous tirez la société dans une seule et même direction, qui est on va vendre de la vidéo, faisons abstraction du canal de vente. D'accord. Alors, Alma demande, vous parlez de la qualité de vos inventaires, quid d'un Tids? Alors, Tids et Sticky Ads, on a un positionnement très différent. Tids pourrait être un client de Sticky, puisqu'on a une solution technologique à destination de régies comme Tids. Et Tids a un peu la même techno que la vôtre, donc a priori ils n'utiliseront jamais quand même votre techno. Oui, mais pour illustrer le propos, eux opèrent une place de marché. Nous, on permet à des éditeurs de créer leur propre place de marché. Donc si je faisais une analogie, la bourse financière de Paris, de la place de Paris, le London Stock Exchange ou le NYSE à New York, tous les trois tournent sur le même logiciel qui a été édité par une société suédoise qui s'appelle OMX. Nous sommes le OMX de la publicité vidéo digitale. Vous êtes vraiment sur la technique en fait. Absolument. D'accord. À ce sujet, Laura demande, recrutez-vous en ce moment? Si oui, à quel poste? Alors, Vous avez quel type de profil? On recrute, nos postes sont sur sur stickyads.tv. On a 10 postes ouverts actuellement. Les postes, ça va du marketing en passant par la gestion de la relation client, c'est-à-dire la demande. Et en ratio, chez vous, quel type de profil est-ce qu'on trouve? Alors, on a la plus grosse partie de l'équipe chez Sticky Ads, ce sont des ingénieurs. On a un ratio très élevé, à peu près 40% d'ingénieurs. Ensuite, on a des commerciaux à destination des éditeurs, donc qui vont aller trouver des médias. Et puis, on a une équipe qui facilite la relation avec la demande. Donc, c'est une équipe de monde. Puis après, bien sûr, les équipes traditionnelles, marketing, finance. On a un peu évoqué vos concurrents, LiveRail, Tids. LiveRail s'est fait racheter par Facebook, Tids va faire une introduction en bourse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Sticky Ads peut continuer à être performant et très compétitif dans un univers en concentration tout en restant un indépendant? Alors, je pense que le succès d'une société gravite essentiellement autour de son innovation. À partir du moment où vous avez une innovation qui apporte de la valeur à vos clients, vous êtes capable de la financer et donc de vous développer. Donc ça, c'est le chemin que Sticky Ads a choisi. Si on regarde ce qui s'est passé dans les derniers mois, effectivement, certains acteurs se sont fait racheter par des médias essentiellement, parce que ces médias étaient suffisamment puissants pour justifier l'achat d'une technologie. Et finalement, globalement, dans le monde, peu de médias ont cette puissance qui consiste, puissance financière j'entends, à racheter une technologie pour monétiser leurs propres assets. TF1 par exemple pourrait racheter Sticky Ads. Les grandes chaînes télé sont des gens qui ont la puissance financière pour le faire. RTL Group en Allemagne vient d'en faire démonstration il y a quelques semaines. Il y aurait des synergies pour vous il y aurait un intérêt de votre part, de votre côté ou... TF1 est client de Sticky Ads d'ores et déjà, donc il y a déjà une synergie évidente puisqu'elle est commerciale. Et elle est vivante. Il y aurait également d'autres synergies à explorer entre nous, notamment sur le programmatique télé. Donc l'introduction du programmatique sur le linéaire, qui est à mon avis l'enjeu de la prochaine décennie. Oui, parce que... allez-y. Vous avez déjà eu des offres? On est une société très innovante et il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Mais concrète Non, on est indépendant, on restera indépendant et je pense qu'on va continuer à l'être. D'accord. En revanche, est-ce qu'une nouvelle levée de fonds pourrait être envisageable? Dans le cadre d'un développement international sur d'autres géographies, oui, c'est très envisageable. Notamment pour attaquer les États-Unis auprès d'un fonds américain. Typiquement, les États-Unis, si on veut le faire sérieusement, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et une d'entre elles, c'est de lever des fonds pour pouvoir monter l'équipe solide
qu'on doit avoir aux États-Unis. Vous évoquiez l'arrivée du programmatique sur la télé. C'est vrai qu'avec la TV connectée, on commence à deviner un peu les contours d'un nouveau mode de commercialisation. Aujourd'hui, c'est de la fiction ou c'est un sujet qui est vraiment en réflexion chez TF1, France TV, M6, Canal? Alors, le programmatique sur l'écran de télé, ça existe déjà. Pour des contenus en catch-up, donc consommés à la demande. C'est émergent, mais ça existe. Et il va y avoir de plus en plus d'expérimentation et, à mon avis, de la commercialisation à grande échelle en 2015. De nouveau, je pense que la France est un des pays en pointe. On n'est pas le seul pays en pointe, mais on est en pointe. Et c'est le premier, je dirais, pied à l'étrier pour passer au programmatique linéaire. Et ça passerait, par exemple, parce que la France, la spécificité, c'est que l'accès du coup, à la télé se fait souvent par la box. Ça pourrait être aussi un truc susceptible de faire émerger ça, en fait. Ah, clairement, oui. Oui, puisque pour que ce soit plus facile de délivrer cette publicité sur la box, c'est bien que je ne voudrais pas faire trop de technique, mais que le flux soit délivré sur l'Internet, over the top. C'est le moyen le plus simple qui soit. Alors Paul demande, avez-vous l'ambition de faire évoluer votre plateforme de la vidéo vers les supports mobiles et desktop pour les formats display IAB et faire évoluer la technologie vers une solution éditeur full stack? Alors, nous sommes une solution éditeur full stack vidéo et on va rester une solution full stack vidéo. Par full stack vidéo, on entend ad serving, multi-écran, donc on est capable de faire du desktop, du mobile, de la tablette, de l'IPTV, de la télé connectée aujourd'hui. Et on est capable de faire tout cela également en programmatique. On n'envisage pas de faire du display parce qu'on pense que la vidéo en ligne est plus proche de la télé qu'elle n'est du display. Donc les gens du display vont essayer d'aller vers la vidéo, ça c'est inéluctable et c'est, je dirais, leur salut. Mais nous, on ne pense pas avoir besoin d'aller dans cette direction-là. Le marché télé est beaucoup plus gros que le marché display. James demande, quelles sont les caractéristiques des autres marchés dans lesquels vous opérez, l'Allemagne, UK? C'est une bonne question qui nécessiterait une session à part entière. Il y a une grande diversité des pays à l'autre. UK est très semblable aux États-Unis, donc ils ont embrassé le programmatique beaucoup plus tôt que nous, mais ils sont en train d'évoluer dans leur vue du programmatique. Ils ont commencé le programmatique vidéo en monétisant les invendus, et là ils ont une approche de plus en plus premium. Ouais, parce que les éditeurs premium, typiquement, on n'a pas d'équivalent à la place média Audience Square au Royaume-Uni. Absolument. Et très peu de chaînes télé font du programmatique aujourd'hui. En France, il y a déjà une pénétration du programmatique parmi les chaînes télé qui est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est pour la Grande-Bretagne. L'Allemagne est un pays très centré sur les éditeurs, où les éditeurs ont un pouvoir extrêmement fort. Et donc, les Allemands ont essayé pour le moment de ralentir au maximum le programmatique, parce qu'ils le voyaient plus comme une menace que comme une opportunité. Et on sent le point d'inflexion arriver. On a vu, nous, nos revenus vraiment significativement croître sur le dernier quadrimestre. L'Italie, ça a été une surprise fabuleuse. En 9 mois, on a pris 25 des top 30 éditeurs italiens. Et les 5 autres ne font pas de vidéo programmatique pour le moment. Donc ça, c'est une très belle réussite. L'Espagne est intéressant aussi. On est essentiellement positionné pour le coup sur du format outstream, parce qu'il y a une très grande rareté du pré-roll. Comment vous l'expliquez En fait, il y a très peu de chaînes télé. C'est quasiment un duopole télé. Et les chaînes télé sont quand même le véhicule d'essaimage vidéo privilégié. Si vous regardez en France... la radio aussi un peu, mais effectivement... Voilà, donc c'est le point de départ. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est là où il y a la plus grande partie de l'inventaire. Et le marché commence à s'accélérer là. Donc c'est un marché intéressant, notamment aussi pour accéder à l'Amérique latine, puisqu'aujourd'hui on a 40% des inventaires de nos éditeurs espagnols qui sont en Amérique latine. Donc l'Espagne est potentiellement plus intéressante pour l'inventaire qu'on génère en Amérique latine qu'elle ne l'est pour le marché local. Et ça, les annonceurs espagnols, par exemple, ils n'ont pas, comme les Français, de la réticence à acheter de l'inventaire qui est en fait hors d'Espagne. Parce qu'en France, je sais que les annonceurs n'aiment pas trop acheter un internaute français qui visionne depuis les États-Unis ou sur de l'inventaire américain, par exemple. En fait, le marché de la publicité est un marché très local. Je vais prendre 2-3 exemples d'annonceurs. Un en particulier qui va parler à tout le monde, qui est Iberia. Ouais. Si vous voulez aller en France depuis l'Amérique, si vous voulez aller en France, en Amérique latine, il faut passer par Madrid 9 fois sur 10. Typiquement, Iberia fait tous ses achats programmatiques pour l'Amérique latine depuis l'Europe, depuis Madrid ou depuis Londres d'ailleurs.
Alors Paul demande combien de sociétés dans le monde font le même métier que Sticky Ads. Pouvez-vous nommer la liste exhaustive? Pouvez-vous faire la publicité à vos concurrents? Ce serait sympa. Alors, sur le positionnement ultra premium que nous avons, on pense qu'on est le seul. Après, si on élargit le positionnement, on est le seul européen et on doit être à peu près 4 ou 5 acteurs. Et Nicolas a déjà cité la plupart d'entre eux. La Grail, l'Adap.tv. Vous le disiez, ils sont aux États-Unis. Vous pensez qu'ils craignent votre arrivée sur ce marché? Vous parliez d'y aller? J'ai eu Oui-Dire qui nous regardait très sérieusement, en tout cas en Europe. Après, aux États-Unis, c'est quand même leur marché d'origine. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité. Le marché, en tout cas américain, n'est pas encore préempté par ces acteurs-là. Il y a de la place pour un autre concurrent. Le marché américain est un marché qui raisonne sur une seule métrique, c'est l'audience. Donc en programmatique, on n'achète qu'une seule chose, c'est de l'audience. Donc ça, c'est une métrique qui a du sens quand vous faites du display. Mais quand votre métier, c'est de produire du contenu et le diffuser, ce qui est le cas des chaînes télé, vous occultez la deuxième métrique qui est fondamentale, c'est le contenu. Oui. Et nous, on pense que la bonne équation, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure, c'est contenu plus audience. Et notre ambition, c'est de remettre le contenu au centre du débat et bien sûr d'y associer l'audience. Autre question, comment est-ce qu'on crée une place de marché privée? En nous appelant déjà, c'est la première chose. D'accord, on laissera votre numéro à la fin. Donc nous, on est capable de s'asseoir avec l'éditeur et en gros de créer avec lui sa piscine privée. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept. En fait, nous, on pense qu'il y a deux technologies dans le monde. Il y a des technologies qui permettent de créer des océans, qui sont des vastes places de marché totalement ouvertes, dans lequel les inventaires des éditeurs sont totalement noyés et totalement dilués. A contrario, une place de marché privée, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une piscine privée. Et le bénéfice de la piscine privée, c'est que vous la faites de la bonne taille par rapport à votre inventaire. Donc, vous êtes toujours en mesure d'avoir une piscine qui est suffisamment grande pour gérer la rareté. Vous décidez qui vous invitez à la piscine. Donc vous pouvez accepter des acheteurs, en refuser d'autres. Vous gérez, si vous voulez faire une piscine à l'eau salée ou à l'eau douce, la température, etc. C'est ça la vraie analogie de notre métier, c'est qu'une piscine privée, vous gérez toutes vos règles business. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Si vous prenez la plus grosse place de marché au monde en vidéo, qui est celle de Google, Google aujourd'hui ne propose qu'un seul format, qui est le pré-roll. Si vous êtes un acteur qui avait du pré-roll, du mid-roll, du post-roll, et en plus en multi-écran, vous ne pouvez pas commercialiser tous ces espaces-là sur la place de marché Google. Google vous imposera une monnaie qui sera peut-être du CPM. Et bien sur une place de marché, comme sur le stock market, vous pouvez imposer plusieurs monnaies. Donc nous, on peut dire que sur les places qui sont opérées par nos clients, vous avez du CPM ou du coût à la vidéo vue en CPV. Donc vous avez une totale latitude sur sur votre place de marché concrètement. Question un peu naïve, pourquoi Google ne s'est pas mis aux autres formats? C'est une question qu'il faudrait leur poser. Je pense que c'est essentiellement lié à la complexité d'intégration des devices qui est réelle. Et surtout, je pense que aussi l'inventaire de YouTube fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il suffit à lui-même, finalement, le pré-roll sur YouTube. C'est probablement une des bonnes raisons aussi, oui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.